Pendant que ma fille se battait pour sa vie, il portait des toasts. 2 heures plus tard, c'était lui qui implorait un miracle. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like pour honorer l'amour d'un père et partagez dans les commentaires si vous avez déjà dû protéger quelqu'un que vous aimez. Votre soutien signifie tout pour moi. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 65 ans et j'ai travaillé pendant 42 ans comme mécanicien dans mon petit garage à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Mes mains sont rugueuses, tachées d'huile de moteur qui ne part plus jamais, mais ce sont les mêmes mains qui ont élevé ma fille Camille comme une fleur rare après que ma femme Sylvie soit morte d'un cancer quand Camille n'avait que 9 ans. Mon garage se trouve rue des Tables Claudiennes, une rue que je connais comme mes poches. Chaque matin à 6h30, j'ouvre le rideau métallique qui grince toujours, malgré les 1000 fois où je l'ai huilé. L'odeur d'essence et d'huile moteur est devenue le parfum de ma vie, mélangé au café fort que je prépare dans la petite machine dans le coin de l'atelier. Mes clients me connaissent depuis des décennies, Madame Moreau avec sa Peugeot 205 de 92 qu'elle refuse de changer, Monsieur Leclerc avec sa Mercedes qu'il traite comme un bijou, le jeune Antoine avec sa moto Yamaha qui sonne comme un tracteur mais qu'il aime plus que sa petite amie. Camille était tout pour moi. Ses yeux verts brillaient comme ceux de sa mère, et quand elle souriait, le monde semblait moins lourd. Je me souviens encore de son premier jour d'école. Elle avait 6 ans et serrait ma main si fort que je pensais qu'elle voulait la casser. « Papa, et si les autres enfants ne m'aiment pas ?» m'avait-elle demandé avec cette petite voix qui faisait fondre mon cœur. « Ma chérie, lui avais-je répondu en m'agenouillant à sa hauteur, tu es si spécial qu'ils ne pourront pas faire autrement que de t'aimer. » Je l'ai élevé entre clés anglaises et boulons, mais je lui ai aussi appris à rêver. Le soir, après le dîner, nous nous asseyions sur le petit balcon de notre appartement rue Burdeau et je lui racontais des histoires de princesses qui réparaient des carrosses cassés et de dragons qui n'étaient en réalité que des moteurs ayant besoin d'un peu d'amour. Elle riait et me posait 1000 questions, toujours curieuse, toujours affamée de savoir. Quand Sylvie est morte, Camille avait 9 ans. Le cancer nous l'a enlevée en 6 mois, nous laissant seuls dans un appartement qui semblait soudain trop grand et trop silencieux. Camille ne pleura jamais devant moi, mais je l'entendais sangloter dans son lit la nuit. Je ne savais pas quoi faire. Comment console-t-on une petite fille qui a perdu sa maman? Comment remplit-on un vide si grand? Nous avons décidé ensemble que Sylvie serait toujours avec nous. Chaque soir, avant de se coucher, Camille lui racontait sa journée en regardant la photo sur la table de nuit. Maman, aujourd'hui j'ai eu 16 en maths, ou maman, papa m'a appris à changer une roue. Et moi, de l'autre pièce, j'écoutais et je souriais à travers les larmes. Camille grandit forte et déterminée. À l'école, elle était première de classe, mais ce n'était pas une de ces enfants antipathiques qui savent tout. Elle était généreuse, aidait les camarades en difficulté, et quand elle rentrait à la maison, elle me racontait toujours quelqu'un qu'elle avait aidé. Papa, Maxime ne comprenait pas les fractions, alors je lui ai expliqué pendant la récré. Papa, Léa était triste parce que ses parents se disputent toujours, alors je l'ai invitée à goûter chez nous. Les années de lycée furent magnifiques. Camille avait choisi le lycée du Parc, et chaque matin je l'accompagnais en voiture avant d'aller au garage. Pendant le trajet, nous parlions de tout, ses rêves, ses amours d'adolescente, ses projets d'avenir. Papa, je veux étudier l'économie, me dit-elle un jour en terminale. Je veux créer ma propre entreprise et devenir indépendante comme toi. Comme moi? Demandai-je surpris. Oui, papa. Tu n'as jamais travaillé pour personne, tu as toujours fait ce que tu aimais. Moi aussi je veux être comme ça. Mon cœur se gonfla de fierté. Ma fille me voyait comme un exemple, pas comme un simple mécanicien aux mains sales. Elle étudia l'économie à l'Université Lyon 2 et obtint son diplôme avec mention très bien avec un mémoire sur la gestion des petites entreprises familiales. J'étais au premier rang avec ma plus belle chemise, la bleue que je ne portais que pour les mariages et les enterrements, et les larmes aux yeux. Quand ils appelèrent son nom et qu'elle monta sur scène, je pensai à Sylvie et murmurai, « Nous l'avons bien élevée, mon amour. » Après ses études, Camille commença à travailler dans un cabinet comptable du centre-ville, rue de la République. Elle était douée, très douée. Les clients l'adoraient parce qu'elle était précise mais aussi humaine, savait expliquer les choses compliquées avec des mots simples. En 2 ans,
elle était devenue la conseillère la plus demandée du cabinet. Puis elle rencontra Julien Moreau. C'était un vendredi soir de mars, Camille était venue dîner chez moi comme chaque vendredi. Nous mangions un coq au vin que j'avais acheté chez M. Bertrand, notre boucher de confiance, quand son téléphone sonna. « Excuse-moi papa, je dois répondre. » « C'est important. » Je l'entendis rire, un rire que je n'avais jamais entendu auparavant. Léger, musical, amoureux. Quand elle raccrocha, ses yeux brillaient. « Qui était-ce » demandai-je, bien que j'ai déjà compris d'après son expression. « Un garçon que j'ai rencontré hier soir à la fête de Mathilde. Il s'appelle Julien. » Julien Moreau venait d'une famille aisée de Paris. Son père, Philippe Moreau, possédait une chaîne de concessionnaires Audi dans toute l'Île-de-France. Julien avait 30 ans, 3 de plus que Camille, et avait ce qu'on appelle le charme de l'argent facile. 1,85 m, toujours habillé de costume sur mesure, cheveux parfaitement coiffés, chaussures qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Il avait un sourire qui sentait les promesses chères et des yeux bleus qui semblaient toujours regarder quelque chose de plus intéressant que ce qu'ils avaient devant eux. La première fois qu'elle l'amena à la maison, j'étais en train de réparer le robinet de la cuisine. J'avais les mains sales et un t-shirt troué. Julien me regarda comme on regarde un insecte gênant, me donna une poignée de main rapide et s'essuya aussitôt la main sur son pantalon. « Enchanté, Monsieur Dubois. Camille m'a beaucoup parlé de vous. » Mais la façon dont il le dit, avec ce ton condescendant, me fit comprendre que Camille ne lui avait rien dit de bien sur moi. Ou plutôt, qu'il n'avait rien entendu de bien dans ce que Camille lui avait raconté. Pendant le dîner, Julien ne parla que de lui. De ses investissements, de ses opportunités d'affaires, de ses voyages à Londres et New York pour des meetings importants. Camille le regardait avec adoration, et je sentais mon cœur se serrer. Pas parce que j'étais jaloux tout perçait que sa fille partira un jour, mais parce que quelque chose chez Julien me mettait mal à l'aise. « Et vous, Monsieur Dubois, depuis combien de temps avez-vous le garage » me demanda-t-il à un moment, avec ce ton que les riches utilisent quand ils parlent aux pauvres. « 42 ans, répondis-je. Je l'ai ouvert quand Camille était petite. » Ah, intéressant. Et, ça marche bien? Camille rougit. Julien, papa. Non, ma chérie, ça va, l'interrompis-je. Julien, mon garage m'a permis d'élever ma fille seule, de lui payer ses études, de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Il ne m'a pas rendu riche, mais il m'a rendu heureux. Julien sourit, mais c'était un sourire froid. Bien sûr, bien sûr. C'est important d'être satisfait de ce qu'on a. Cette phrase me resta en tête pendant des jours. Être satisfait de ce qu'on a. Comme si j'étais un perdant qui se contentait des miettes. Mais Camille était amoureuse, et quand ta fille est amoureuse, tu ne peux qu'espérer que l'homme qu'elle a choisi soit digne d'elle. Julien ne travaillait pas vraiment. Il gérait des investissements pour la famille, ce qui signifiait qu'il déplaçait de l'argent d'un compte à l'autre et appelait tout ça du business. Il parlait toujours des opportunités et de deals, mais je ne le vis jamais produire quoi que ce soit de concret. Camille, elle, travaillait 16 heures par jour pour construire sa carrière. Papa, Julien dit que je devrais arrêter de travailler quand nous nous marierons, me dit-elle un jour pendant que nous buvions un café au bistrot en bas de chez moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Il dit que je n'aurai pas besoin de travailler, qu'il peut me faire vivre. Camille, ma chérie, ta mère travaillait aussi quand nous étions mariés. Pas parce que nous en avions besoin, mais parce qu'elle aimait se sentir utile, indépendante. Tu aimes ton travail? Oui, papa. Beaucoup. Alors ne l'abandonne jamais pour personne. Un homme qui t'aime vraiment veut que tu sois heureuse, pas que tu dépendes de lui. Mais Camille était trop amoureuse pour écouter les conseils d'un vieux mécanicien. Ils se marièrent il y a 3 ans dans une cérémonie somptueuse au château de Bagnols, dans le Beaujolais. 300 invités, des fleurs qui coûtaient plus que ma voiture. Je payais ce que je pouvais, la robe de Camille, 4 000 € que je pris sur le compte d'épargne que j'avais ouvert pour ses études, la voiture qui l'amena à l'église, une Bentley blanche que je louais pour l'occasion, et le photographe, parce que je voulais que chaque moment de cette journée soit immortalisé.
La famille Moreau organisa tout le reste et me le fit sentir. Pierre, ne vous inquiétez de rien, me dit la mère de Julien, Isabelle, une femme de 50 ans avec plus de chirurgie esthétique que de vraie chair. Nous nous occupons de tout. Vous n'avez qu'à vous présenter. Le jour du mariage, je me sentis déplacé. Tous les invités de Julien semblaient sortis d'un magazine de mode, tandis que mes amis M. Bertrand le boucher, Marcel le barman, quelques clients du garage avaient l'air de poissons hors de l'eau. Mais quand Camille entra dans l'église à mon bras, rien d'autre n'importait. Elle était magnifique, rayonnante, heureuse. « Papa » me chuchota-t-elle pendant que nous marchions vers l'autel, « merci pour tout ce que tu as fait pour moi. » Ma chérie, ça a été le privilège de ma vie. Quand je la remis à Julien, il me regarda avec un sourire qui ne me plut pas. C'était le sourire de quelqu'un qui avait gagné quelque chose, pas de quelqu'un qui épousait la femme qu'il aimait. Après le mariage, Camille et Julien s'installèrent dans un appartement au centre de Lyon, quai Saint-Antoine. C'était un endroit magnifique, avec de hauts plafonds et des fenêtres donnant sur la Saône. Camille était heureuse, au début du moins. Elle continuait à travailler et avait même ouvert son propre petit cabinet de conseil fiscal rue Mercière. « Papa, c'est incroyable. J'ai déjà 12 clients fixes, et il en arrive de nouveaux chaque semaine, me racontait-elle avec enthousiasme pendant nos dîners hebdomadaires. Julien, lui, semblait de plus en plus distant. Quand il venait à nos dîners, il passait son temps au téléphone ou regardait sa montre comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Il y a 2 ans, Camille hérita de la maison de sa grand-mère à Caluire-et-Cuire. Grand-mère Marguerite, la mère de Sylvie, était morte à 94 ans en laissant à Camille la villa où nous avions passé tant d'étés heureux. C'était une maison des années 1920, avec un jardin magnifique et une vue imprenable sur Lyon. Camille pleura quand elle la revit après l'enterrement de grand-mère. « Papa, j'ai été si heureuse ici quand j'étais petite. Tu te souviens quand maman m'apprenait à faire des cookies dans cette énorme cuisine? Et quand tu m'avais construit la balançoire sous le tilleul? Comment pourrais-je l'oublier, ma chérie? Je veux la rénover, papa. Je veux qu'elle redevienne belle comme avant. » Mais Camille était généreuse, trop généreuse. Quand Julien lui dit que pour rénover la villa il fallait beaucoup d'argent et qu'il pouvait tout gérer, elle lui donna une procuration générale. « Julien comprend mieux la finance que moi, papa, » m'expliqua-t-elle quand je lui demandai si elle était sûre. Et puis, nous sommes mariés. Ce qui est à moi est aussi à lui, non? J'essayai de lui dire de faire attention, qu'une procuration générale était quelque chose de sérieux, mais elle me regarda avec ses yeux qui disaient « Papa, tu dois me faire confiance. » Et je lui fis confiance. Mon Dieu, comme je me trompais. Les premiers mois après la procuration, tout semblait bien se passer. Julien avait commencé les travaux de rénovation, Camille était heureuse de voir la villa de sa grand-mère reprendre vie. Mais puis je commençai à remarquer des changements. Camille semblait toujours plus fatiguée, plus stressée. « Le travail me tue, papa, » me dit-elle un soir. « J'ai trop de clients, trop de responsabilités. Pourquoi tu n'embauches pas quelqu'un pour t'aider? » Julien dit qu'on ne peut pas se le permettre maintenant, avec les travaux de la villa. Mais je savais que Camille gagnait bien, très bien. Son cabinet marchait à merveille. Où allait tout cet argent? Il y a 8 mois, Camille commença à se sentir vraiment mal. Au début, nous pensions que c'était le stress du travail. Maux de tête, vertige, épisode de confusion. « Papa, hier je n'arrivais pas à me rappeler le nom d'un client que je connais depuis 3 ans, » me dit-elle inquiète. « Ma chérie, tu as besoin de vacances. Quand est-ce que tu as pris une pause pour la dernière fois? » Je ne peux pas, papa. J'ai trop de travail. Mais les symptômes empirèrent. Un matin, Mathilde m'appela en panique. Pierre, Camille s'est évanouie au bureau. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Je courus comme un fou à l'hôpital Édouard Herriot. Je trouvai Camille sur un brancard, pâle comme un fantôme, avec Julien qui parlait au téléphone dans le couloir. « Comment va-t-elle? » lui demandai-je. « Les médecins font des examens, » répondit-il sans même me regarder, continuant à parler au téléphone des investissements qui ne pouvaient pas attendre. Les médecins firent examen après examen.
Scanner, IRM, analyse de sang. Le docteur Martin, le neurologue qui suivait Camille, était un homme d'une 50aine d'années aux yeux gentils mais inquiets. Monsieur Dubois, nous devons faire d'autres examens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Votre fille a une masse dans le cerveau que nous devons étudier de plus près. Le monde s'effondra pour moi. Une masse? Elle pourrait être bénigne, mais nous devons en être sûrs. Nous ferons une biopsie la semaine prochaine. La semaine la plus longue de ma vie. Camille était terrifiée, et j'essayais d'être fort pour elle. Julien semblait toujours ailleurs, toujours au téléphone, toujours avec des rendez-vous urgents. Le diagnostic arriva comme un coup de poing dans l'estomac, tumeur au cerveau, glioblastome, stade avancé. « Papa », me dit Camille en tenant ma main dans le couloir de l'hôpital, « j'ai peur. Je ne veux pas mourir. » « Tu ne mourras pas, ma chérie. Nous allons nous battre ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Mais au fond de moi, je savais que c'était un combat difficile. Le docteur Martin avait été clair, avec la chimiothérapie et la radiothérapie, nous pouvons ralentir la progression, mais... Il n'avait pas fini sa phrase, mais j'avais compris. À partir de ce moment, je ne quittais plus le côté de Camille. Je fermai le garage et dis à mes clients que j'avais une urgence familiale. Je dormais sur une chaise inconfortable à côté de son lit d'hôpital, mangeais des sandwichs du distributeur et du café qui avait goût de carton, et regardais les moniteurs qui marquaient chaque battement de cœur comme la chose la plus précieuse au monde. Camille affronta la chimiothérapie avec un courage qui me brisait le cœur. Elle perdit ses beaux cheveux châtains, maigrit jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même, mais ne se plaignit jamais. « Papa, au moins maintenant je ressemble à toi quand tu étais jeune et chauve, » me dit-elle une fois en souriant, touchant sa tête rasée. Julien, lui, semblait toujours avoir des rendez-vous urgents. Il venait 20 minutes, lui donnait un baiser distrait sur le front, et repartait en parlant au téléphone des investissements qui ne pouvaient pas attendre. « Camille a besoin de toi, » lui dis-je un soir sur le parking de l'hôpital. C'était novembre, il faisait froid, et j'étais fatigué de voir ma fille souffrir seule. « Pierre, tu ne comprends pas. Je dois penser à notre avenir. Si je ne travaille pas maintenant, qu'est-ce qu'on aura quand elle ira mieux? Julien, ta femme est en train de mourir. L'avenir, c'est maintenant. Ne dis pas ça. Camille va guérir, tu verras. » Mais dans la façon dont il le dit, je compris qu'il n'y croyait même pas lui-même. Les mois passèrent et Camille empirait. Les médecins essayèrent tout, chimiothérapie, radiothérapie, médicaments expérimentaux. Rien ne marchait. La tumeur grossissait, et avec elle grandissait mon désespoir. « Papa, » me dit-elle un soir, « s'il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu t'occuperas de Julien. » Camille, ne dis pas de bêtises. Promets-le-moi, papa. Il a l'air fort, mais en réalité il est fragile. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime. Je promis, même si au fond de moi je savais que Julien ne méritait pas l'amour de ma fille. Il y a une semaine, Camille tomba dans le coma. Les médecins dirent que c'était une question d'heures, peut-être de jours. Les machines respiraient pour elle, et je tenais sa main en parlant de son enfance, des châteaux de sable que nous construisions à la Grande-Motte, de comme sa mère aurait été fière d'elle. Tu te souviens, ma chérie, quand tu avais 8 ans et que tu voulais devenir mécanicienne comme papa. Je t'avais acheté une boîte à outils jouets et tu réparais toutes les poupées cassées de tes amis. Julien n'était pas là. Il est parti à Paris régler des affaires urgentes, me dit sa mère Isabelle au téléphone, avec une voix qui trahissait la gêne. Quelles affaires peuvent être plus urgentes que d'être aux côtés de sa femme mourante? Pierre, vous ne comprenez pas. Julien est très sensible, voir Camille comme ça le détruit. Madame Moreau, je suis ici depuis 8 mois. Chaque jour, chaque nuit. Si Julien est trop sensible pour être aux côtés de sa femme, alors il ne mérite pas de s'appeler son mari. Hier matin, pendant que j'étais assis à côté du lit de Camille, mon téléphone vibra. C'était un message de Mathilde, la meilleure amie de Camille. « Pierre, tu dois voir ça. » C'était une capture d'écran de la story Instagram de Julien. Il était dans une boîte de nuit à Saint-Tropez, avec un verre de champagne Dom Pérignon à la main, entouré d'amis et d'une fille blonde que je n'avais jamais vue.
Elle portait une robe qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Le post disait « La vie est trop courte pour ne pas profiter de chaque moment ». Bouteille avec bouchon qui saute article de fête #Saint-Tropez #Nightlife #Goodvib. Le sang se glaça dans mes veines. Ma fille était en train de mourir dans un lit d'hôpital, branchée à des machines qui la maintenaient en vie et lui faisaient la fête dans une boîte de nuit avec une autre femme. Mais ce qui me fit vraiment exploser fut le message qui arriva 10 minutes plus tard. Toujours de Mathilde, Pierre, j'ai entendu Julien au téléphone hier soir quand il est venu prendre quelques affaires à l'appartement. Il parlait à quelqu'un de vendre la villa de Camille. Il disait que, de toute façon, elle ne s'en apercevra jamais et que c'est le bon moment pour tout liquider. À ce moment-là, quelque chose se brisa en moi. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une clarté froide, tranchante comme une lame. Je regardais ma fille, si petite et fragile dans ce lit énorme, et je sentis une détermination que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Je me levai de la chaise, embrassai le front de Camille, et murmurai « Papa va tout arranger, ma chérie. Personne ne te fera plus de mal. » Je sortis de l'hôpital et appelai Maître Rousseau, celui qui avait géré l'héritage de grand-mère Marguerite. « Maître, j'ai besoin de vous voir. » Tout de suite. « Pierre, il est 9 heures du soir, et en plus c'est dimanche. » « Maître, ma fille est en train de mourir et son mari vend ses biens pendant qu'elle est dans le coma. J'ai besoin de votre aide. Maintenant. » Le ton de ma voix dut le convaincre, car 1 heure plus tard j'étais dans son bureau rue de la République. Maître Rousseau, un homme de 60 ans avec des lunettes épaisses et un air de professeur, m'écouta en silence pendant que je lui racontais tout. Je lui montrai les captures d'écran, lui expliquai la situation de Camille, lui parlai de mes soupçons sur Julien. « Pierre, la procuration que Camille a donnée à Julien est très large, mais... » Il s'arrêta, étudiant les documents qu'il avait dans le dossier de Camille. « Mais il y a quelque chose de très intéressant ici. La villa de Caluire n'était pas seulement au nom de Camille. Elle était à son nom comme usufruitière, mais la nue propriété appartenait encore à grand-mère Marguerite. Et selon le testament de grand-mère, en cas de décès de Camille sans enfant, la propriété revient à la famille Dubois. À vous, Pierre. » Mon cœur battait fort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que Julien ne peut pas vendre ce qu'il ne possède pas complètement. Et si nous arrivons à prouver qu'il agit contre les intérêts de Camille pendant qu'elle est incapable de comprendre et de vouloir? On peut l'arrêter? On peut faire mieux. On peut annuler la procuration pour abus et vous nommer tuteur. Mais nous avons besoin de preuves concrètes. Quel genre de preuves? Des mouvements bancaires suspects, des témoignages de comportements inappropriés, des preuves que Julien agit dans son intérêt personnel et non dans celui de Camille. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'appelai Mathilde et lui demandai de m'aider. Mathilde, j'ai besoin de tout ce que tu sais sur Julien. Chaque conversation que tu as entendue, chaque comportement bizarre, tout ce qui t'a rendue méfiante. Mathilde avait été témoin de mariage de Camille, sa meilleure amie depuis l'université. C'était une fille intelligente, diplômée en droit, qui travaillait dans un cabinet d'avocats à Paris. Pierre, j'ai toujours eu des doutes sur Julien, mais Camille était si amoureuse que je n'osais rien dire. Mais maintenant. Dis-moi tout, Mathilde. Camille ne peut plus se protéger toute seule. Ce que Mathilde me raconta me rendit malade. Julien avait commencé à fréquenter d'autres femmes dès 6 mois après le mariage. Il avait menti à Camille sur les coûts de rénovation de la villa, gonflant les chiffres pour empocher la différence. Il avait convaincu Camille de licencier sa secrétaire pour économiser, mais en réalité parce que la secrétaire avait commencé à poser des questions sur les comptes du cabinet. Pierre, la semaine dernière j'ai vu Julien dans un restaurant cher à Paris avec cette blonde des photos. Ils se comportaient comme un couple, s'embrassaient, il lui avait acheté un bracelet Cartier. Quand il m'a vu, il est devenu blanc comme un linge. Tu as des photos? Oui, j'en ai prises quelques-unes en cachette avec le téléphone. Je rassemblai tout, capture d'écran des stories de Julien, photos de Mathilde, témoignages d'autres amis qui avaient vu Julien se comporter de façon suspecte. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves financières.
Le lendemain matin, pendant que Julien était encore à Saint-Tropez en train de faire la fête, j'étais au tribunal de grande instance de Lyon avec Maître Rousseau. Nous déposâmes une demande d'urgence pour nomination d'un tuteur et blocage de tous les biens de Camille. La juge était Madame Claire Fontaine, une femme d'une 50aine d'années aux yeux sévères mais justes. Elle regarda les preuves que nous avions apportées, les captures d'écran, les témoignages, les photos de Mathilde. Monsieur Dubois, me dit-elle, vous accusez le mari de votre fille de profiter de son incapacité. Madame la juge, je protège ma fille d'un homme qui la trompe et la vole pendant qu'elle se bat pour sa vie. Les preuves que vous avez apportées sont troublantes. Mais je dois être sûr qu'il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle contre le gendre. Madame la juge, ma fille est en train de mourir. La seule chose qui m'importe, c'est de la protéger. Si Julien était un mari fidèle et honnête, je serais ici pour le défendre, pas pour l'accuser. Madame Fontaine étudia les documents pendant ce qui me sembla une éternité. Puis elle leva les yeux. Je nomme Pierre Dubois tuteur provisoire de Camille Dubois-Moreau. Tous les biens de Madame Camille sont à considérer comme sous tutelle jusqu'à nouvel ordre. 3 heures plus tard, je reçus l'appel que j'attendais. L'ordonnance était signée. Julien Moreau n'avait plus aucun pouvoir sur les biens de Camille. Tous les comptes étaient bloqués, la villa était sous tutelle, et j'étais le nouveau tuteur de ma fille. Mais ce n'était pas fini. J'appelai le directeur du Crédit Lyonnais où Camille avait son compte principal. Monsieur Garnier, je suis Pierre Dubois. Je suis le nouveau tuteur de ma fille Camille Dubois-Moreau. J'ai besoin de voir tous les mouvements que Julien Moreau a fait ces 6 derniers mois. Monsieur Dubois, il me faut les documents officiels. Je vous les envoie tout de suite par email. Mais j'ai besoin de ces informations aujourd'hui même. Ce que je découvris me rendit malade. Julien avait transféré 150 000 € du compte de Camille vers un compte offshore aux îles Caïmans. Il avait hypothéqué la villa pour 400 000 € sans le dire à Camille, utilisant l'argent pour acheter des actions d'une société fantôme dont il était associé. Il avait même vendu les actions que Camille avait héritées de sa grand-mère, 100 000 € qui avaient disparu dans le néant. Mais le pire restait à venir. Pendant que j'étais au téléphone avec la banque, mon portable sonna. C'était Julien. « Pierre, qu'est-ce que tu as foutu? La banque m'a tout bloqué. Je ne peux plus accéder au compte. » Julien, où es-tu? Je suis à Paris. Pourquoi? Non, Julien. Tu es à Saint-Tropez, dans une boîte de nuit, avec une blonde qui n'est pas ma fille. Pendant que Camille est en train de mourir. Le silence de l'autre côté fut assourdissant. J'entendis le bruit de la musique et des voix en arrière-plan. Pierre, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Julien. Tu as 48 heures pour rentrer à Lyon et signer la renonciation à tous les biens de Camille. Sinon, ce que j'ai fait aujourd'hui ne sera rien comparé à ce que je ferai demain. Tu ne peux pas me menacer. Je suis le mari de Camille. Julien, tu n'es plus rien. J'ai les preuves de tout. Les virements illégaux, les hypothèques cachées, les ventes non autorisées, des escapades avec d'autres femmes. Tu veux que je les envoie à la police, ou tu préfères régler tout ça civilement? Tu n'as pas le droit. J'ai le droit de protéger ma fille. Et si tu penses pouvoir m'intimider, tu te trompes lourdement. Je n'ai rien à perdre, Julien. Ma fille est en train de mourir. Toi, par contre, tu as encore quelque chose à sauver. Pour l'instant. Je raccrochai et retournai à l'hôpital. Camille était toujours là, pâle mais toujours belle, entourée de ces maudites machines qui la maintenaient en vie. Je m'assis à côté d'elle et pris sa main. Ma chérie, lui murmurai-je, papa a tout arrangé. Personne ne te fera plus de mal. Tout ton argent est en sécurité, la villa de grand-mère est protégée. Julien ne peut plus rien toucher. Pendant un moment, il me sembla qu'elle serrait ma main. C'était peut-être mon imagination, mais je choisis d'y croire. Le lendemain, Julien arriva à l'hôpital. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi de la nuit. Ses vêtements chers étaient froissés, il avait une barbe longue et dans ses yeux il y avait cette peur que j'ai vue tant de fois chez les hommes qui savent qu'ils ont été découverts. «
Pierre, il faut qu'on parle. Non, Julien. Il faut juste que tu signes. Je posai devant lui les documents que Maître Rousseau avait préparés. Renonciation à tous les droits sur les biens de Camille. Restitution de tout l'argent transféré illégalement. Annulation de l'hypothèque sur la villa. Aveu écrit de ses méfaits. Si je signe ça, il ne me reste rien. Julien, tu n'as déjà rien. La seule chose qui te reste, c'est la dignité de faire ce qui est juste. Mais j'aime Camille. Julien, si tu aimais Camille, tu aurais été ici à côté d'elle ces 8 derniers mois au lieu d'être dans une boîte de nuit avec une autre femme. Il regarda Camille, toujours immobile dans le lit d'hôpital, puis me regarda. Dans ses yeux, je vis la reddition. Elle ne se réveillera jamais, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Julien. Mais si elle se réveille, elle ne trouvera pas un mari qui l'a trahi et volé. Elle trouvera un père qui l'a protégée. Il signa tout. Avec des mains tremblantes, mais il signa. Chaque document, chaque renonciation, chaque aveu. Maintenant va-t'en, lui dis-je. Et ne te montre plus. Pierre, Va-t'en, Julien. Avant que je change d'avis et que j'appelle vraiment la police. Il partit sans même regarder Camille une dernière fois. 3 jours plus tard, le miracle arriva. Camille ouvrit les yeux. Le premier visage qu'elle vit fut le mien. Elle sourit faiblement et murmura, « Papa. Je suis là, ma chérie. J'ai toujours été là. » Julien? Julien n'est plus là, Camille. Mais tu es en sécurité. Tout ce qui t'appartient toujours. Les médecins dirent que c'était un miracle. La tumeur s'était stabilisée, l'édème cérébral avait diminué. Nous ne pouvons pas l'expliquer scientifiquement, dit le docteur Martin. Parfois ça arrive. C'est comme si le corps décidait de se battre. Il fallut des semaines pour tout lui raconter. Camille pleura quand je lui montrai les preuves de ce que Julien avait fait, mais puis elle me serra fort dans ses bras. Merci, papa. Merci de m'avoir protégée quand je ne pouvais pas me protéger toute seule. C'est ce que font les pères, ma chérie. Non, papa. C'est ce que font les pères exceptionnels. Julien essaya de revenir, évidemment. Il envoya des fleurs, des lettres pleines d'excuses, appela en pleurant au téléphone. Mais Camille avait vu qui il était vraiment quand elle avait le plus besoin de lui. « Papa, comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir ?» me demanda-t-elle un soir pendant que nous étions assis sur la terrasse de la villa de Caluire, que nous avions commencé à rénover vraiment. Ma chérie, quand on aime quelqu'un, on ne voit que les belles choses. Ce n'est pas ta faute. Mais toi, tu t'en étais aperçu, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai rien dit parce que je pensais me tromper. Et puis, tu étais heureuse. Ou du moins, je croyais que tu l'étais. J'étais heureuse de l'idée d'être heureuse. C'est différent. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Camille va beaucoup mieux. La tumeur est en rémission, et elle a recommencé à travailler. Nous avons rénové ensemble la villa de Caluire, et maintenant elle est plus belle que jamais. Le soir, nous nous asseyons sur la terrasse à regarder Lyon qui s'illumine, et nous parlons de tout sauf de Julien. Camille a rencontré quelqu'un. Il s'appelle Thomas, c'est un médecin de l'hôpital Édouard Herriot, celui qui l'a suivi pendant sa maladie. C'est un bon garçon, gentil, qui la regarde comme on regarde un trésor précieux. Et surtout, quand il me parle, il me regarde dans les yeux et m'appelle Monsieur Pierre avec respect. Papa, Thomas veut mieux te connaître. Il dit qu'il veut comprendre d'où je viens. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je viens de l'amour. De l'amour d'un père qui a tout sacrifié pour sa fille. Julien? Je l'ai vu l'autre jour au carrefour de la Part-Dieu. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il conduisait une Renault Clio d'occasion au lieu de l'Audi qu'il avait avant, et portait un jean et un t-shirt normal au lieu de ses costumes chers. Il m'a vu et a baissé les yeux. Je ne lui ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. J'ai appris par Mathilde qu'il vit dans un studio à Vaux-en-Velin et travaille comme employé dans une petite entreprise d'import-export.
La blonde de Saint-Tropez a disparu dès qu'elle a découvert que Julien n'avait plus d'argent. Il te fait de la peine? Me demanda Camille quand je lui racontai. Non, ma chérie. Julien a eu ce qu'il méritait. Il a choisi l'argent au lieu de l'amour, et à la fin il a perdu les deux. Parce que parfois la justice n'a pas besoin de mots. Elle a juste besoin d'un père qui aime sa fille assez pour la protéger même quand elle ne peut pas se protéger toute seule. Et si quelqu'un pense que j'ai été trop dur avec Julien, je lui dis ceci, quand ta fille est en train de mourir et que tu l'as trahie, tu ne mérites pas la pitié. Tu mérites de perdre tout ce que tu as pris par tromperie. Parce que l'amour d'un père n'a pas de limite. Et la justice, quand elle arrive, n'oublie jamais. Le soir, quand je regarde Camille rire avec Thomas sur la terrasse de la villa, je pense à Sylvie. Nous l'avons protégée, mon amour, je murmure en regardant les étoiles. Nous l'avons protégée. Et je sais qu'elle m'entend. Si cette histoire vous a ému, laissez un like pour soutenir l'amour inconditionnel et partagez dans les commentaires votre opinion sur cette histoire de justice familiale. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur l'encadré à gauche.